Mon pied, il bouge. Non, mexer au computador. Je ne peux pas lire parce que Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième édition de notre webinaire Venu d'ailleurs. Alors cet événement, nous le voulons trimestriel et avec l'objectif de partager des expériences, de confronter des points de vue et d'enrichir nos expériences autour de nos pratiques professionnelles. Alors moi, je suis Émilie Plantin, coordinatrice de la filière éducateur spécialisé et référente des mobilités étudiants. Et je laisse ma collègue se présenter. Bonjour, Judith Bourgeois, je suis chargée de développement international à l'IRTS et aussi coordinatrice du CAFDES, la formation des directeurs et directrices d'établissement. Et donc, je co-organise avec Émilie ces rendez-vous internationaux où on va à la découverte du travail social dans d'autres pays, d'autres sphères. Et donc aujourd'hui, puisque c'est la semaine du Brésil à l'IRTS de Neuilly et de Montrouge, on a souhaité donner la parole au Brésil. Voilà, et donc naturellement, on va donner la parole à deux étudiantes qui sont parties au Brésil, avec Adriana Blanchard, donc qui est étudiante assistante de service social et qui a réalisé son stage au sein, alors vous me corrigez, de l'association Opoder Deum, qui est une association engagée dans l'empowerment féminin, et avec Renata Chauvière, étudiante éducatrice spécialisée, qui a effectué son stage à Rio de Janeiro dans l'association de réinsertion Mais Vida, autour d'ateliers d'initiation à l'intelligence artificielle et de flamenco. Voilà, donc toutes deux vont partager leur expérience, ce qu'elles ont observé des différences et ce qu'elles en tirent comme apprentissage. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange avec vos questions et vos impressions. Et donc, je remercie encore une fois Renata et Adriana pour leur témoignage. Et pour commencer, je laisse la parole avec Adriana. Boa tarde. Bonjour, je m'appelle Adriana Blanchard. Donc, j'ai parti le mois de juillet dernier au Brésil dans une association qui s'appelle O Poder de Um, le pouvoir d'un. Et ça, j'ai trouvé très intéressant le nom parce que chaque personne peut faire la différence. C'est une association qui aide les femmes qui ont des enfants qui ont plusieurs degrés d'handicap, plusieurs niveaux d'handicap. Cette association, elle a fait des ateliers pour ces femmes, par exemple, les femmes qui peuvent laisser leurs enfants avec l'autre enfant dans le milieu ordinaire, par exemple. Elles ont un temps et pendant ce temps, elles ont l'opportunité de faire des ateliers manuels pour, à la fin des ateliers, elles ont un diplôme où elles peuvent après travailler de chez elles pour gagner d'argent. Et cette association, elle aide aussi les gens qui arrivent, les sans-abri, tous les gens qui frappent à la porte sont les bienvenus. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce que vous avez des questions concernant l'association? Déjà. Ou je continue? Ok. Je continue. Donc, l'association, comme j'avais dit l'autre fois, je suis désolée. Je réfléchis en portugais entre le français, etc. Je suis désolée. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de souci. Je reviens. C'est pour dire que cette association, elle accueille toutes les personnes qui frappent à la porte. Et c'est différent des associations, au moins que j'ai connues ici en France, qui ont beaucoup d'aide. Cette association, dans la ville où j'étais, elle n'a pas beaucoup d'aide. Donc, elle doit trouver les moyens pour avoir d'aide, pour avoir d'argent, pour avoir des couches, des médicaments, des nourritures, etc. Cette association, elle participe à plusieurs événements qu'il y a dans la ville. Et
sont des événements où, par exemple, l'événement que j'ai participé, c'est pour l'entreprise Embraer. C'est une association, APAI s'appelle. Et cette association, il y a les vétérans, qu'on dit, les gens qui sont anciens. Ouais, Les gens anciens, les gens qui sont retraités, mais qui ont beaucoup d'argent. Donc, ils font à peu près, il y avait 12 associations des domaines différents qui ont eu la possibilité de participer à cet événement. Donc, ils donnent l'endroit. L'association elle doit ramener les nourritures pour vendre et faire le bouche à l'oreille, comme on dit, pour parler de l'association. Et comme ça, les gens qui veulent après aident. Est-ce que j'étais claire? Et ça, c'était très intéressant parce que j'ai voyé le niveau des gens qui étaient là et qui étaient un peu étonnés. Il y avait des gens qui posaient la question pourquoi ce nom. Il y avait des gens qui pensaient que c'était à cause de Dieu parce que c'est le pouvoir d'un. Donc, il y avait des gens qui disaient « Ah, mais c'est pour Dieu ». Non, c'est chaque personne peut faire la différence. Donc, ça, c'était sympa d'échanger avec un autre niveau qui peut-être ne savait pas que ça existait. Que ça existait, cette association et d'autres aussi, parce que chaque association travaillait dans un domaine, etc. Et ça, c'était très intéressant. Donc, j'ai pu participer. C'était pendant un week-end, donc c'était sympa. Et quoi d'autre? La directrice, elle a, comme j'avais dit, elle a fait beaucoup d'événements partout dans la ville avec la préfecture, etc., pour avoir d'argent, pour continuer à exister l'association. Cette association, elle existe depuis, ça fait 25 ans et ça fait 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus, 2 ou 3 ans qu'elle a fait partie de ça. Imaginez, elle est dans un quartier. Dans ces quartiers, elle existe, ça fait 20-25 ans. Elle aide tout le quartier. Elle a fait le possible pour tout le monde. Et c'est récent qu'elle a pu s'inscrire parce que le gouvernement a fait cette, je ne sais pas comment on dit en français, c'est comme sponsor. Sponsor. C'est la préfecture qui trouve aussi des endroits où les associations ne peuvent pas y aller pour qu'elle fasse partie de ces événements. Et ça a pris des années. On peut voir qu'il y a d'autres associations aussi qui ont eu de temps, etc., à faire partie. Mais ça, c'est un moyen d'avoir d'argent. Parce que, par exemple, ils ont vendu de popcorn, pommes d'amour et d'autres choses. Et ça, c'est pendant la période qu'au Brésil, on fête la festa junina, qui c'est une fête traditionnelle du pays, qu'on mange beaucoup. C'est très bon. Qu'on mange toutes les spécialités de cette époque. Donc, et elle a pu avoir pas mal d'argent et elle m'a dit que cet argent s'était destiné à ouvrir, comme je peux dire, comme c'était un bréchot pour vendre des vêtements, etc. D'occasion, merci. D'occasion. Et ça, j'ai trouvé intéressant. Et l'argent était pour ça. Donc, c'était vraiment différent qu'en France. Je pense qu'en France, il y a pas mal, je pense qu'il y a beaucoup de... L'aide, ça vient autrement. Là, je pense qu'il y a un concept que je trouve très bien, c'est aller vers. Et ça fait partie d'aller vers. Parce qu'aller chercher un sponsor, aller chercher des gens qui ont d'argent, aller chercher un événement, courir à gauche, à droite, parfois il y a des événements que c'est tard, etc., pour avoir d'argent, pour pouvoir faire des choses qu'ici, je pense que c'est plus facile. L'argent, c'est pas que l'argent vient plus facilement, mais non, je peux dire ça. Je pense que l'argent vient plus facilement que là-bas.
Et quoi d'autre que je peux vous dire? Les ateliers, c'est très intéressant. Donc, c'est des bénévoles. Par exemple, une personne qui s'est fait pâtisserie, elle va organiser pendant 2-3 mois un atelier et cette personne, elle va apprendre les bases. Et à la fin, la femme, elle va avoir un diplôme. Et ça, c'est super. Vous voyez, je n'ai pas vu tout le processus parce que c'était un mois, donc je ne peux pas dire que j'ai vu tout le processus que j'ai pas vu, mais j'ai entendu de belles histoires des gens qui disaient que l'autistime, elle n'était pas là et avec le diplôme à la fin, c'était un changement. Les gens qui ne sont pas capables, les femmes qui ne se sentent pas capables, la plupart sont des mères célibataires qui s'en occupent des enfants avec le handicap, plusieurs niveaux d'handicap. Et donc, cette valorisation à ces femmes, c'était, je peux participer d'un échange. C'est pour ça que je raconte que la personne qui a dit j'ai eu mon diplôme et c'était voilà, donc, c'est super. Et ils font aussi de tapisserie, de choses manuelles, tricot, crochet. Tricot. Je pense que c'est la même chose. Tricot, tricot c'est la même chose. Des choses en tricot. Au Brésil, on utilise beaucoup sur les gaz, sur les tables, par terre, etc. Donc, elles font beaucoup ça aussi, coloré. Et c'était une belle expérience. Et une autre chose que je faisais aussi, que j'avais fait, c'est de recevoir la personne, de noter ses besoins. Mais une chose qui, pour moi, c'était différent de mes expériences en France, c'est que là-bas, on ne va pas rester figé sur le besoin vraiment d'écrire. Ah, attendez, vous avez besoin de ça. Donc, je vais écrire procédure. On va plus être direct sur le besoin de la personne. On veut écouter la personne et après, on fera les paperasses. L'administrative, exactement, merci. L'administrative après. Donc, c'est la personne qui est importante, c'est ses besoins qui est important. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour vous maintenant? Et ça, je pense que ça donne un côté tellement humain. C'est pas que la France n'est pas humaine, hein. C'est pas ça que je dis. C'est que c'est différent l'abordage que j'ai pu voir où j'étais. D'être là pour la personne et d'écouter la personne. Une fois qu'on a résolu le besoin urgent, là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire après. Et ça, je pense que fait toute la différence. Et donc, ça, j'ai vu les différences, si je peux dire, les différences entre la France et le Brésil. Ça, c'est une différence. Ou aller vers, comme j'avais dit, c'est une chose que je trouve que c'est super important. Les ateliers collectifs, les femmes aussi, pendant cet échange, disaient que les ateliers collectifs faisaient beaucoup la différence. Parce que comme elles avaient que ces moments, j'ai pas parlé avec toutes les femmes, j'ai pas parlé avec tout le monde qui est inscrit à l'association. C'était vraiment ou les gens qui arrivaient quand j'étais là, ou pendant cet échange, que c'était une journée d'échange. Et mais pendant cette journée d'échange, c'était ça, la collectivité, d'être là, une écouter l'autre. Parfois, une arrivait en disant ah, j'ai mon enfant qui a, je sais pas, 10 ans, qui n'a pas de place à la PAI. À PAI, c'est une association pour les handicapés au Brésil. Et cette personne, et arrivait un autre en disant ah, j'ai 2 enfants avec le souci. Vous voyez, donc à la fin, c'était chaleureux. L'échange était tellement riche. C'était, vous voyez, moi, j'ai posé plusieurs fois la question à Adriana, pourquoi tu te plains de ta vie, en fait? Il avait une maman, ça m'a beaucoup touchée, qui avait une jumelle, attendez, ouais, une jumelle de 16 ans, elle ne voulait pas que ses filles vont dans des institutions parce que il est à un autre côté au Brésil aussi, donc je ne veux pas rentrer là-dedans, mais elle ne voulait pas, donc elle prenait soin de ses 2 filles et elle a dit
qu'est-ce que je veux faire après. Par exemple, si je mors, qu'est-ce que mes filles vont faire après? Vous voyez, c'était plutôt ça. Et ça m'a beaucoup touchée. Et les filles, ça, j'ai pu aller chez elles. J'avais fait le questionnaire. Ça, j'ai le questionnaire. Et, euh, et elle disait, ma plus grande peur, c'est que je mors avant mes filles. Parce que je ne sais pas avec qui elles vont rester. Sa mère, elle est malade. Bon, c'est une histoire un peu compliquée, mais les filles, elles étaient bien habillées. Vous voyez, elles ne parlaient pas, elles étaient non-verbales. Et, mais je voyais l'amour, je voyais qu'elle a tenu à ça, parce qu'il y a beaucoup de mères, je ne peux pas juger, c'est pas un jugement, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à voir cette sensibilité, si je peux dire comme ça, de rester 24 heures sur 24 avec deux enfants, deux adolescentes en fait, qui n'en parlent pas, qui ne peuvent pas aller nulle part. C'est un truc. Et l'association, elle aide cette mère avec ses deux enfants, donc avec couche, avec nourriture. Donc, l'assistante sociale, elle la ramène chez elle. Donc, c'est pour ça que j'ai pu l'interviewer, etc., poser beaucoup de questions, etc. Parce que hier, elle m'a expliqué beaucoup aussi sur les institutions du Brésil, mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je pense que c'est pas général. Comme je n'ai pas fait dans d'autres endroits, je ne peux pas dire que ça c'est un problème qu'il y a dans le Brésil, donc je ne peux pas dire. Mais elle m'a dit voilà les soucis qu'elle avait avec ses deux filles, donc elle a prenait soin 24 heures sur 24. Et là, je me suis dit, toutes les fois que je vais me plaindre de ma vie, je vais me souvenir de vous, je lui dis. Ouais, c'était vraiment touchant. Et quoi d'autre? J'ai des questions, je pense que j'ai tout parlé. J'ai tout dit en fait, je pense. Alors, il y a des questions, Renata. Il y avait une première question qui venait d'Émilie, peut-être sur le financement de ces activités, mais je propose qu'on commence par la question de Grégory, qui interroge la différence que vous avez soulignée sur la différence entre les démarches administratives après d'avoir mis du lien, donc commencer par le lien avant les démarches administratives. Qu'est-ce que ça produit sur le travail réalisé et sur la façon dont les professionnels vivent leur travail? Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point? Oui. Comment je peux dire ça? C'est satisfaisant d'apporter la réponse à l'urgence. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter la question? Je pense que la question, elle dit cette différence de commencer par le lien avant les démarches administratives, qu'est-ce que ça produit sur le travail réalisé et sur la façon dont les professionnels vivent leur travail? Je pense que pour le travail, c'est la satisfaction. Parce que vous voyez une personne qui est désespérée ou qui est... Chaque personne a son histoire. Sentir que quelqu'un la regarde, l'écoute vraiment. Comme je peux le dire autrement. Voilà, que la personne, qu'elle est importante, qu'elle a besoin, les administratives, ça doit se faire parce que c'est la règle. Par exemple, à l'association, la personne doit remplir, etc. Mais je pense que quand la personne, elle est accueillie autrement, qu'elle est écoutée autrement, c'est plus satisfaisant pour le travailleur social. Je pense, je peux parler de moi, par exemple, si je suis en train de parler avec une personne et que j'arrive à répondre à ses besoins et après dire maintenant on doit faire ceci, cela, parce que la personne elle est consciente qu'elle doit faire. C'est les démarches administratives, elle est partout. Mais je pense que le besoin, je sais que c'est pas tous les cas pareils.
c'est pas toutes les situations pareilles. Je sais qu'on doit s'adapter aussi à ça, mais je pense qu'il y a un côté humain plus fort. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une autre question de Merwan qui dit: Bonjour, est-ce que selon vous, un un éducateur spécialisé, est pareil en France ou au Brésil? Ah, ça, je vais laisser Renata répondre parce que Renata, elle est OS. Moi, je suis AS. Donc, je pense que Renata, elle va pouvoir répondre mieux que moi. D'accord. Alors, on va effectivement passer la parole à Renata, mais peut-être qu'on pourra revenir à cette question parce qu'à mon avis, elle vaut aussi pour les AS. Ah, d'accord. Donc, dans ces cas, je peux répondre. Vous voulez que je réponde d'abord et que je passe à Renata après? D'accord, on fait comme ça. Vas-y. La question, c'est concernant Sur les AS, le métier d'AS d'ici, là-bas. Encore une fois, je ne peux pas dire généralement parce que je ne connais pas trop le social au Brésil, à part cette expérience que j'ai eue. Mais encore une fois, je pense qu'il y a ce côté humain. C'est pas que la France n'a pas, je sais pas vous expliquer, c'est culturel ça. Mais je pense qu'on a une autre façon d'aller vers. On est plus disponible au changement, à l'adaptation. Donc, on arrive à se réinventer tellement rapide que je pense que ça, c'est la différence. Par exemple, une assistante sociale qui travaille depuis des années dans une institution ici. Alors, on ne va pas changer sa méthode du jour au lendemain. Il aura du temps à faire. Je pense qu'une assistante sociale au Brésil, elle va s'adapter plus vite. Vous voyez, donc, je ne suis pas en train de généraliser, s'il vous plaît. Mais je pense que c'est plus adaptable, plus flexible aussi. Et je pense que la flexibilité et l'adaptation, ça aide les gens. Parce que il y a tellement de problèmes différents, il y a tellement de gens différents qu'on doit s'adapter tout le temps. Et parfois, on est tellement procédurière qu'on arrive à sortir de cette mur. Vous voyez, donc on doit faire comme ça. On n'arrive pas à voir que si on fait un tour, on peut faire aussi, on peut arriver à la fin aussi, l'objectif, merci, atteindre le même objectif, mais en faisant autrement. Mais c'est ce que j'allais questionner. Est-ce que c'est dû à une approche culturelle de l'autre, ou est-ce que c'est dû entre autres aux lourdeurs administratives françaises qui oui, peut empêcher la rencontre quelque part. Je pense notamment aux mineurs non accompagnés à qui on demande de remplir, où le gros du boulot c'est de remplir des dossiers, et on en oublie l'essentiel parfois. Je pense qu'il y a les deux, mais ce côté procédurier, je pense qu'il est en train d'envahir tellement. Je peux dire ça concernant mon dernier stage. C'était toujours 15 minutes, le premier rendez-vous, 15 minutes. C'est comme des machines. Parfois, c'est des chiffres, en fait. C'est pas des êtres humains. Donc, c'est impossible de juger quelqu'un ou de juger quelqu'un, on ne peut pas juger, mais d'analyser quelqu'un en 15 minutes pour pouvoir directionner la personne à la bonne personne. Donc, ça, c'était une chose que j'étais bouche à bée. Et ça, c'est un changement. C'est le renforcement de la loi pour le plan emploi. Par exemple, en parlant des allocataires RSA, par exemple. Si je peux vous dire sur ça, j'ai été, mais comment c'est possible? On n'arrive pas ni écouter, ni aider. Ça rentre dans la démarche. Et peut-être, avec les enfants, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais peut-être c'est le même enchaînement. Vous voyez, donc, on a les papiers à remplir, on a les choses à faire. Et ces côtés humains, malheureusement, ça laisse de côté. Et ça, c'est dommage parce que la France, elle est bien connue à cause du social, de la solidarité. Et ça, j'ai pas eu d'expérience avant, mais je vois qu'il y a de moins en moins cette relation entre le travailleur social, peu importe qu'est-ce qu'il fait,
et la personne concernée, soit un enfant, soit une famille, soit un allocataire de RSA, etc. Et ça, c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que ils volent avec la loi. Je peux dire parce que j'étais en train de faire un truc sur la loi plein emploi, par exemple, et ils veulent que les gens sortent du système. Mais pour que les gens sortent du système, on a besoin d'analyser et mettre cette personne dans le bon chemin. Si on n'a pas le temps de faire cette partie, on peut remplir sans son papier. Mais si on n'a pas le temps de faire ça, ça va continuer dans le système et ça ne va pas s'arrêter. Et ça, merci beaucoup. Ouais. Non, on aura je sais pas l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure, mais merci beaucoup, Adriana, pour votre témoignage. Je sais pas si... Ok, de rien. Merci à vous. Renata, on vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Renata Chauvière. Je suis en 3e année d'éducatrice spécialisée. La première fois que j'ai entendu parler des Erasmus+, c'était en première année. Et déjà, j'ai tilté, j'ai dit, moi, je vais y aller. Et immédiatement, je commençais à chercher. C'est-à-dire, dès la première année, je commençais à écrire. Mais j'ai pas pensé au Brésil. C'était pas... Enfin, j'ai pensé à rester sur l'Union européenne. Mais après, je me suis dit, je vais plutôt partir où je veux. Et où est-ce que je veux aller? J'ai pensé en Suisse, j'ai pensé l'Angleterre et Bruxelles. Et j'ai commencé à essayer de contacter plusieurs institutions. J'ai eu des réponses négatives de la Suisse parce qu'ils prennent les étudiants seulement de l'autre école des travail social. C'était un peu fermé. De l'Angleterre, j'ai pas eu de retour. Enfin, j'ai commencé à penser donc au Brésil en ce moment et j'ai réussi à avoir des contacts en activant mon réseau au Brésil. Je suis arrivée en France il y a 7 ans et je suis jamais rentrée au Brésil après. Après que je suis arrivée en France, je n'étais jamais là-bas. Et cependant, j'ai pu activer les réseaux. J'ai parlé c'est une personne de ma famille finalement qui m'a montré deux institutions différentes. Une équivalente à où je suis ici en protection de l'enfance, contrat des professionnalisations en France. Donc, c'est une association qui est subventionnée par les départements. Et là-bas, j'ai réussi à avoir en premier contact pour une association en foyer, également subventionnée par la préfecture de Rio de Janeiro. Sauf que là, je me suis arrêtée dans les processus parce que je pense que vous ne pouvez pas voir. Je vais mettre à charger. Okay. Je suis désolée, je m'excuse. Donc là, j'avais cette foyer qui est subventionné par la préfecture de Rio de Janeiro. Sauf qu'il y avait tellement de démarches, ils sont tellement exigeantes pour recevoir une personne officiellement que je n'ai pas réussi à remplir toutes les conditions, justement parce qu'il y avait déjà 7 ans que je n'étais pas au Brésil. Donc là, je suis allée vers une autre, c'est une ONG, s'appelle Mais Vida, ça veut dire plus de vie. Ça arrivé en contact lié à, enfin, c'est une personne de ma famille qui appartient à une religion et cette ONG, elle est aussi liée à cette religion. C'était comme ça qu'ils ont commencé leur activité. Donc cette ONG, la première action qu'ils ont fait, c'était pour les personnes sans domicile fixe au Brésil. Ils ont commencé à donner des vêtements, des couettes, couverture et nourriture, tout associé au jour que la personne elle allait là-bas. Il y avait aussi la prière. Donc normalement, ils étaient autorisés à se doucher, ils reçoivent une nouvelle vêtement, enfin quelque chose propre. Après, ils font la prière et ils peuvent soit partir avec leur barquette de nourriture, soit ils restent sur place et là, ils peuvent interagir. Ils pouvaient aussi commencer une démarche administrative pour avoir leurs papiers et aussi, un document qu'ils avaient perdu, mais aussi l'aide équivalente à l'RSA du Brésil. Donc là, l'association, elle pouvait mettre en place toutes les démarches administratives nécessaires pour faire ça.
Et ça, c'est comme l'association a débuté. Sauf qu'ils se sont rendus compte que les personnes sans domicile fixe, il y avait aussi les personnes, enfin, les familles entières dans la rue. Et là, ils ont commencé un autre bras d'activité, c'est comme ça qu'ils ont évolué. Et là, ils ont pris aussi les enfants de ces personnes. Ils gardaient ces enfants pendant toute la journée. Et les directeurs de cette association, lui-même étant un pasteur de l'église évangélique au Brésil et théologue, euh, lui-même, il donne les cours des jiu-jitsu et des judo. Donc, il prenait ses enfants, il restait toute la journée là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont commencé un deuxième travail, à la fois avec l'enfant et aussi avec la mère, justement pour qu'elle puisse avoir les temps de chercher du boulot. Enfin, et finalement, ils ont aussi fait la démarche pour qu'elle ait un logement, même si c'est pas comme ici. C'était vraiment une petite chambre, par exemple, pour une famille de la maman est monoparentale et 4 enfants, par exemple, ils restent dans une même chambre. Mais c'est une démarche, ils avaient où habiter et l'enfant avait où aller après qu'il n'était pas à l'école. Et j'arrive dans cette association après qu'il a il n'est plus associé à la religion, à l'institution religieuse où il appartenait avant, à laquelle il appartenait avant. Il fait un travail indépendant, cet directeur. Et comment ils sont subventionnés aujourd'hui? Ils ont de l'argent, soit des dons matériels, des dons en espèces. Ils ont aussi les dons des vêtements qu'ils vendent comme produits d'occasion. Ils ouvrent une des salles avec tous les vêtements à vendre. Et ce sont les vêtements même des marques et tout. Avec cette vente, ils ont aussi l'argent pour l'association. Les dons des matériels, moi j'ai pu aussi participer à l'arrivée d'un don. C'était hyper intéressant parce que c'était un club des motocyclistes du Brésil. Donc ils arrivent, les hommes comme ça, énormes en cuir, et ils arrivent avec je ne sais pas combien de kilos de viande pour faire à manger les enfants et aussi les personnes sans domicile fixe. Donc, les jours qu'ils sont venus, ils m'ont laissé expliquer qu'est-ce que c'était l'association, comment ça marchait, les activités. C'était moi qui a fait cette présentation quand ils étaient là. Donc, c'était super intéressant de le faire. Et, et donc là, ils reçoivent cet argent, mais ils ont aussi devenu les bras sociaux d'un club qui s'appelle Lionsgate. Je crois que ça existe en France aussi. Donc, Lionsgate, vu qu'il n'avait pas une activité sociale à Rio qui les convenait et ils ne voulaient pas faire l'action eux-mêmes, ils ont adopté cette association, cette ONG, et maintenant cette ONG a les bras de Lionsgate à Rio avec leurs activités. Moi, j'étais dans cette maison où ils recevaient les personnes sans domicile fixe, les enfants et les mamans. Les enfants, tout âge. Et ils vont à l'école le matin. L'ONG, elle est ouverte après-midi. Et l'après-midi, donc, ils font judo, jiu-jitsu, n'importe pas quelle activité qu'ils puissent avoir. Il y a aussi l'informatique. Mais je suis arrivée en vacances. Donc, l'informatique n'était pas là. La personne en charge n'était pas là. C'était plutôt les judo. Et aussi l'activité que j'avais prévue, les flamenco. C'était un cours de flamenco. On n'a pas pu faire parce que justement, pour avoir les judo et les jiu-jitsu, ils ont besoin du tatami. Et ils ne pouvaient pas l'enlever pour le remettre jusqu'après dans les temps prévus pour les flamenco, c'est-à-dire que la personne que j'ai invitée pour faire les cours de flamenco, elle a finalement fait un cours de yoga, et pas pour les adolescents, mais pour les mamans. Et c'était hyper intéressant aussi parce que ce n'était pas les publics que j'avais prévus avant de partir. Et la deuxième activité, finalement, je suis passée à faire plutôt l'aide aux devoirs, même s'ils étaient en vacances, ils faisaient encore les études après pour travailler ce qu'ils avaient les difficultés des enfants. Les enfants, ils avaient l'âge 2 ans jusqu'à 17 et même plus. Et il y avait les enfants qui étaient dans le spectre autistique
mais ils étaient mélangés. Il n'y avait pas un traitement séparé, ni une méthode, ni rien du tout. Ils faisaient les cours de judo et les jiu-jitsu comme si ils n'étaient pas dans les spectres. Et ça aussi, moi, je n'ai même pas repéré qui était l'enfant qui était dans les spectres, parce que ce n'était pas possible. Il faisait les cours normalement. Il y avait plus qu'un. C'était seulement un petit qui, je gérais parce qu'il n'arrivait pas à rester dans les cours. Donc, je suis restée avec lui les premiers jours quand je suis arrivée. Et donc, pour l'argent, c'est ça. Ils ont aussi l'appel à projet. Il doit répondre aux appels à projet de la préfecture, sauf que c'est très difficile. Il faut avoir un timbre, c'est-à-dire que les timbres de l'État pour pouvoir recevoir de l'argent des sociétés, enfin des entreprises normalement, et répondre à l'appel à projet de la préfecture ou autres. Et ça, c'est difficile parce qu'il faut répondre aux critères des appels à projet et on n'est pas toujours dedans. Et moi, je suis restée donc dans cette maison, mais ils ont une deuxième maison où ils font les traitements. Ça, c'est controverse par contre. C'est les traitements pour les personnes addictes, n'importe pas à quoi. Et ces traitements, c'est fait par l'abstinence totale, puisque c'est aussi, je pense, la façon de penser de cette religion. Ils ne croient pas à quelque chose fait petit à petit. Ils font tout d'un coup, abstinent, et ils ont 1 an pour se livrer de leur addiction et aussi être conforme par rapport à documents administratifs, enfin, ce qu'il faut. Ils ont 1 an, cette pression 1 an. Sinon, ils sont dans la porte. Ils étaient 14 personnes, mais je n'ai pas eu l'occasion de visiter cette maison quand je suis allée. J'ai passé 2 semaines là-bas et j'ai choisi de faire un stage pour plus court, justement parce que je suis en contrat de professionnalisation. Et j'ai profité de mes vacances pour réaliser ces projets. C'est-à-dire que je fais 2 semaines là-bas, mais je voulais aussi travailler sur mon mémoire. Et donc, la 3e semaine, j'ai utilisé pour faire une recherche dans les favelas de Rio, qui s'appelle Chapéu Mangueira. Ils sont 2 favelas à côté, donc Chapéu Mangueira et Babilônia. C'est une favela qui c'est au début de la plage de Copacabana, que tout le monde doit déjà entendu parler. Et donc, je suis allée faire des entretiens avec plusieurs coordinateurs de projets. C'était hyper intéressant. Je n'ai pas pu faire tous les entretiens. Donc, il y a 3 entretiens que je vais faire en ligne maintenant. Mais c'était aussi, je pense que j'ai profité au max de cette opportunité que vous m'avez donnée. Merci. C'était vraiment incroyable. Et par rapport à différence pour entrer dans cette caractéristique, vu que j'étais dans une ONG, il n'y avait pas, pour répondre à la question du collègue, je n'ai pas vu le travail d'un éducateur spécialisé. Déjà, la profession n'existe pas et il n'est pas diplômé comme ici. Ça s'appelle éducateur social. Et on peut être éducateur social même si on n'a pas la formation dans les sociales. C'est-à-dire que si moi j'ai envie de travailler dans les sociales et j'ai une formation comme le directeur de la ONG, il est théologue, lui, il peut faire son équivalent à auto-entrepreneur. C'est pas exactement ça, mais c'est pareil. Donc là, il va demander une autorisation à la mairie, à la préfecture pour pouvoir être professionnel dans ces métiers. Donc, c'est pas diplômante, elle n'est pas régularisée. Je pense que c'est régularisé. Donc là, c'est éducateur social. Les assistantes sociales, oui, il y a la formation, c'est 4 ans d'études universitaires pour les assistantes sociales. Et éduc social, là, je ne saurais pas dire si c'est exactement la même mission. Pourquoi? Parce que je n'ai pas connu. Vu que c'était une ONG, ils étaient plutôt des bénévoles. Il y avait aussi une psychologue en charge du soin des personnes qui fréquentaient l'ONG, mais aussi des soins sociaux pour
pour les voisins du quartier. Donc, c'est beaucoup moins cher. Et elle faisait ça. Elle avait aussi ses stagiaires à elle. Et il y avait aussi la pédagogue elle était en charge des aides aux devoirs, enfin tout ce qu'il fallait pour les enfants qui sont scolarisés. Et donc, j'ai pas vu l'action des professionnels, mais ce sont ces personnes, vu qu'elles ne sont pas dans le travail social, qui font toutes les démarches administratives. C'est à eux de le faire. Et ils le font d'une façon pareille. Ici, par exemple, dans l'association, je ne sais pas, enfin, il y a plusieurs types, mais normalement, en CHRS où j'étais, il y avait une collaboration des 5 euros pour la personne qui était retirée. Enfin, c'était un paiement qu'il faisait symbolique quand il était en collectivité ou en diffus, mais il payait aussi une somme symbolique. Donc là-bas, c'était plutôt la même chose. Il payait aussi une somme symbolique pour que l'association puisse faire toutes les démarches nécessaires pour qu'ils arrivent à refaire leurs documents. Enfin, il n'y avait pas des personnes étrangères, ils étaient tous des Brésiliens. Et donc, dans les projets sociaux, il y avait aussi une chose qui était hyper intéressante. Sur un des projets, c'était un projet des colonies des vacances dans la favela. Et c'était les pères aidants. Et j'étais intéressée parce qu'il le faisait et je voulais vraiment connaître. C'était une donc, colonie des vacances. Et vacances d'été, vacances d'hiver, parce qu'au Brésil, c'est toute la même chose, c'est chaud tous les temps. Et pour qu'un enfant puisse participer, il ne peut pas être dans les trafics des drogues, dans la favela. S'ils sont pris par la police et s'ils entrent dans les trafics, ils n'ont plus de droit à être dans la colonie des vacances. Donc, c'était une façon d'éloigner les enfants de la favela du trafic des drogues. Et quand ils arrivent à l'âge des 15 ans, qui c'est l'âge maximal pour participer en colonie des vacances, ils deviennent les pères aidants. Et des enfants qui sont là-bas, ils font comme des bénévoles. Et ça, c'était hyper intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu connaître. Enfin, les projets sociaux étaient incroyables. Donc, je pense que j'ai un peu parlé de financement, éduc social et éduc la différence. Donc là, ni dans les projets, ni à l'ONG, je n'ai pas eu de contact avec les travailleurs sociaux. Moi, je vais les faire maintenant parce que comme j'ai lié ce projet à mon mémoire, je dois faire un entretien et là, je pourrais peut-être répondre d'autres questions en regard à ça. Et ouais, la différence que j'ai vue, je ne peux pas comparer parce que justement, c'était une ONG, c'était pas des professionnels. Mais tant les projets sociaux comme l'ONG, la survie de ces initiatives, c'est dû au cœur de personnes. Il n'y a pas autre chose. Parce que il y a tellement de boulot pour faire arriver l'argent, pour qu'ils puissent réaliser leur mission. Moi, je ne comprends pas comment ils ont la force de répéter tout l'année suivante. Je reçois encore des messages pour les projets sociaux parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'acheter les trucs à gaz pour cuisiner. Mhm. J'ai oublié les noms. Les bonbonnes à gaz. Bon, la bonbonne. Donc, je reçois souvent, moi, j'ai pas des bonbonnes pour cuisiner pour les SDF, un des projets fait tous les jeudis, par exemple. La colonie. Excuse-moi, je vous interromps. Vous avez vu que Lola, il a fait ouais, le gaz. Ouais, mais pour la bonbonne des gaz, pour que vous sachiez, c'est les présidents, il a implémenté une forme de l'avoir beaucoup moins cher, sauf que ces projets, elle est dans la favela. Et la distribution des bonbonnes, c'est les trafics qui le fait. Donc, ils n'ont pas l'accès à la bonbonne
du président. Ils n'ont pas l'accès. Et c'est pour ça la difficulté, elle est 3 à 4 fois plus chère que le prix comme ils disent en bas. Et pour la différence, donc là, il y a beaucoup de cœurs, sinon les personnes ne restent pas. Et j'ai remarqué depuis que je suis en formation, justement qu'il faut qu'on soit professionnel. Parce que si on est trop dans le cœur, c'est dangereux, parce qu'on va être trop dedans et on n'a pas la capacité ni de se remettre en question, ni de mettre la distance d'une situation déterminée. Et là-bas, j'ai vu ce côté-là positif et négatif, qu'il y a beaucoup de cœur dedans. Les personnes, elles sont là parce que vraiment, c'est difficile. Ils pensent plusieurs fois à désister. Et c'est une chose que j'ai entendue, soit par l'ONG, soit par les personnes coordinateurs de projets, à désister parce que c'est trop difficile, parce qu'ils voient autrefois l'enfant qui n'était pas dans les trafics jusqu'à l'âge de 15 ans, entrer dans le trafic à 15 ans. Et ils sont déçus parfois du public et aussi des possibilités de continuer les projets. Mais aussi, vu qu'il y a tellement de cœurs, parfois, pour vous donner un exemple très clair, il y avait un stagiaire en psychologie dans l'ONG et il était en train de parler avec une petite qui avait subi des abus sexuels. Et il l'a touchée. Elle était gênée et gelée. Elle ne bougeait pas. Moi, immédiatement, j'ai pu remarquer sa réaction. Tandis que lui, même en étant psychologue, enfin étudiant psychologue, il ne s'est pas rendu compte. Et c'est là que je pense que la formation, elle joue son rôle, elle nous soutient. Parce que là, j'ai pu parler après, plus tard. Je suis allée vers la psychologue responsable. Je lui ai dit, écoute, peut-être qu'il faut parler avec lui parce que c'est un public qui a cette problématique et peut-être il faut lui dire qu'il ne faut pas toucher les filles sans qu'elle les autorise déjà, parce qu'il était vraiment envahissant dans son geste. Et même s'il n'y avait rien de sexuel, bien sûr, c'était quand même gênant pour la petite. Et c'est une chose que je pense qui c'est l'effet d'étudier et d'être ici qui me permet de reconnaître ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a un milieu de chemin là. C'est quelque chose qui va faire la différence un jour, j'espère. Et c'est ça, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Renata. Avec plaisir. Alors effectivement, il y a des questions, il y a des remerciements aussi, voilà, de la part des auditeurs, spectateurs, je ne sais pas comment on dit. Bon, bref. Alors, il y a des questions aussi bien pour Renata que pour Adriana. Adriana, est-ce que je pose d'abord la question et puis je crois que vous vouliez intervenir aussi? Oui, je voulais parler de programme Erasmus parce que je n'ai pas parlé. Renata, elle a parlé, elle a fait très bien. J'ai oublié pourquoi je suis là. Mais je voulais parler de ça avant, si c'est possible. C'est possible. Donc, je voudrais aussi remercier pour avoir eu la chance de faire cette expérience. L'Erasmus Plus, c'est vraiment une chance. Même si je suis partie au Brésil, où j'ai de la famille, etc., mais c'était tellement riche l'apprentissage, même si, pas comme Renata, elle va utiliser ça dans son mémoire. Moi, je vais utiliser les expériences et tout dans mon CV, etc. C'est différent, mais c'est une opportunité, je ne veux pas dire unique, mais presque unique. Donc, vous qui vient de commencer à l'IRTS, pour les nouveaux qui arrivent et pour les premières années, saisissez l'opportunité. Posez des questions à Émilie, tant que c'est elle qui doit vous dire. Mais c'est vraiment une opportunité. Et je dis ça parce qu'il y a pas mal de gens qui me posent la question et je n'ai pas toutes les réponses parce que voilà, l'administrative, je ne suis pas là-dedans. Mais pour vous dire que il faut profiter que l'IRTS, il y a ça et s'ouvrir au monde. Parce que ça, c'est s'ouvrir au monde. C'est sortir de sa coquille. C'est ça. C'est sortir de sa coquille.
Et la plupart sont des jeunes et je pense que voir, comme Renata, moi, a pu voir cette expérience ailleurs, ça nous donne aussi une idée de comment on va exercer notre métier après. C'est vrai que la formation, ça aide beaucoup, c'est un cadre, etc. Et ça nous donne une direction, mais pouvoir sortir aussi et voir d'autres façons de travailler avec une autre langue, etc., c'est vraiment important. Voilà. Du coup, je peux peut-être répondre à la question, Judith, qui a été posée par rapport à Erasmus. Alors, je vais vous passer les détails, mais on a pris la décision de ne plus financer les voyages hors Europe. Voilà, donc si vous êtes intéressé par des mobilités Erasmus, ce sera en Europe. Ah, d'accord. Et la fille qui m'a posé la question en bas, c'était hors Europe. Mais il y a plein de choses très bien à voir. On n'est pas obligé de partir très loin parfois pour. Non, non, pas du tout, pas du tout. Il y a tellement de pays à côté. Ouais. Vraiment. Il faut plus parler à son voisin, ça nous fait Oui, faire c'est vrai. pas de côté. C'est vrai. Oui, et puis il faut rappeler que quand même le Erasmus, comme son nom l'indique peut-être, c'est avant tout des bourses de mobilité en Europe. C'est très exceptionnel de pouvoir faire des mobilités hors Europe et ça revient plus cher et donc c'est pas très équitable toujours envers tous les étudiants. Et puis évidemment, je passe sur la question du bilan carbone quand on va trop loin, qui reste un sujet voilà, qui sera évidemment à traiter au sein de l'IRTS, mais dans le travail social en général. Donc c'est aussi un de nos critères de réflexion. Pour répondre à Nils, en faisant partir quelqu'un très loin, en fait, pour le même budget, on va pouvoir, alors je grossis le trait, à faire partir 3 personnes, alors que pour partir très loin, à faire partir une personne. Oui, mais j'ai expliqué à la fille parce que je pense que, comme s'appelait elle qui était partie, je pense que c'était elle qui m'a expliqué que d'abord, ils étaient concentrés aux élèves qui voulaient faire le Erasmus en Europe. Si les gens ne partent pas, ils allaient avoir le budget pour le Brésil. Je pense que c'était plutôt ça. On a eu le budget parce que les gens n'ont pas pu partir. Je pense que c'était Non, c'est pas le cas. Mais bon, on va pas en discuter ici. Non, mais on a eu de la chance. Merci quand même. Non. Erasmus. Non, l'outre-mer n'est pas concerné. C'est. Ok. Oui. La difficulté de Je réponds aux questions, hein, c'est pas vous, Adrienne et Renata, excusez-moi. On va peut-être laisser Judith poser les questions qui ont été. Oui, alors effectivement, il y a des questions sur les financements Erasmus et les modalités Erasmus. Et là, vraiment, on vous propose de retourner vers Émilie après le webinaire, par vos mails, passer la voir, etc., pour voir comment vous pouvez financer vos projets. Il y a effectivement Erasmus, il y a d'autres financements envisageables, personnels, on peut vous appuyer, etc. Mais en tout cas, pour ces questions-là, revenez vers Émilie, qui est à votre disposition pour le sujet. Et concernant les questions qui ont été posées pour Renata et pour Adriana, alors peut-être d'abord une question pour Renata, du coup, concernant l'ONG. C'est une question de Patricia qui demande si l'ONG pouvait aider une personne étrangère non brésilienne. Si cette association pourrait le faire, oui, bien sûr. Il n'y a pas d'empêchement, c'est seulement qu'ils ne sait pas leur public. Ils connaissent les personnes. Ils ont même des chiffres. Par exemple, ils disent qu'ils sont des générations. C'est la 3e génération à la 4e génération qui peut sortir de la rue. Ils sont 3 à 4 générations dans la rue, donc ils sont bien brésiliens. Je pense que la quantité d'immigrants au Brésil, elle n'est pas du tout pareille à la France, déjà. Et aussi, l'ONG, elle était dans un quartier qui s'appelle Tijuca. La taille des quartiers là-bas, c'est de la taille des villes en France. Donc, il est bien, il est même pas proche ni du centre, ni de Copacabana.
un stress éloigné. Et donc là, j'ai pas vu, mais je suis sûre que s'il y en avait, il pourrait aussi aider, sans problème. Merci. Il y avait une autre question pour vous de la part de Syrah qui demandait si vous avez pu remarquer un impact, une évolution sur les enfants grâce à la pratique du sport et des arts martiaux. Oui, ça c'est une des questions. Justement, mon mémoire, il est sur les outils éducatifs, donc aussi pour les médiations de tout type. Et oui, déjà, pas dans celle-là, dans les judo, et par exemple, l'enfant dans le spectre autistique, quand il est arrivé, il était non-verbal, il faisait rien, il est arrivé très petit. Aujourd'hui, il a 15 ans, 16 ans, 15 ou 16 ans, et on ne remarque même pas qu'il est dans le spectre parce qu'il participe activement et il parle et il fait tout ce qu'il faut. Il a même sa ceinture noire ou marron, je ne me rappelle plus, mais enfin, il a même sa ceinture. Donc oui, il y a une évolution, et pas que pour cet enfant, mais pour tous les autres aussi. Je dirais déjà pour la discipline, parce que les enfants, ils ont une tendance à être très indisciplinés, et les arts martiaux, elles ont cette pouvoir des, de, enfin, de montrer qu'est-ce que c'est les bénéfices de la discipline. C'est les choix du directeur d'avoir les judo, mais c'était la même chose dans les projets sociaux. Moi, j'ai vu des médiations avec du surf, des arts martiaux également, la boxe. Il y avait plusieurs, enfin, par les sports et culturels aussi, d'autres types artistiques et par la danse. Donc oui, bien sûr, la médiation, elle fait toute la différence. Avoir le cadre. Ouais, aussi apprendre à respecter un cadre, oui. Il y a plusieurs bénéfices, hein, et la liste, elle est immense, je suis. Alors, il y a peut-être une dernière question. Je crois qu'il nous reste peut-être 3 minutes. Je surveille la pendule, mais je crois que c'est plutôt pour Adriana, puisque ça concernait les mamans d'enfants en situation de polyhandicap que vous avez évoqué. Et donc, c'est une question de Patricia qui demande quel type de métiers sont proposés, puisque vous avez parlé d'un diplôme qu'elle pouvait obtenir. Et alors, ça concerne quel type de métier pour ces mamans? C'est les ateliers, c'est par exemple, comme j'avais dit, pâtissière. Pâtissière. Pâtissière, exactement. C'est des travaux plutôt manuels. Tout ce que c'est, comme j'avais dit, le tricot, le crochet, faire de tapis, etc. C'est des métiers que si tu as, par exemple, pour être pâtissière, on a besoin d'un diplôme. Vous voyez, donc c'est des métiers plutôt manuels. Et c'était ça la question. Non? Dans quel métier elles sont formées? Donc elles sont formées, c'est cuisinière. En portugais, c'est un autre nom, mais les gens font les gâteaux. Pâtissières. Pâtissière, oui. Et voilà. C'est des pâtissières et des ateliers collectifs. Des ateliers collectifs, ça sera. Excuse-moi. Artisanat, merci. Voilà, un diplôme d'artisanat. Donc, et ça fait une différence pour ces femmes qui, la plupart, n'ont pas d'études, de temps, et là, ça ajoute beaucoup de choses. Avoir ce diplôme, ça ouvre beaucoup de choses pour elles, pour faire avoir plus d'argent en faisant le travail de chez elles. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ok, merci beaucoup. Émilie? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous remercie très chaleureusement, et il y a plusieurs personnes qui vous remercient aussi pour vos témoignages et vos réponses. J'espère que ça donnera envie aux étudiants de partir et d'aller s'ouvrir, comme vous dites. Vous pouvez venir nous parler aussi si vous voulez. Oui, justement, il y a Marwan qui demande s'il peut avoir vos mails, donc je vous demanderai après. Et Marwan, si vous pouvez m'envoyer un mail pour que j'ai votre mail, pour que je vous leur redonne le mail. Voilà, et puis je vous dis, normalement au 3 décembre, on devrait accueillir le Sénégal, normalement, mais vous aurez de nos nouvelles.
Très bien. Et moi, je peux partir encore une fois cette année? J'ai une question. Est-ce que je peux partir la deuxième fois? Je crois pas. Non. Non, je rigole. Je donne l'opportunité aux autres. Je pense comme ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci encore. Merci à tout le monde et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.